Nous sommes donc live avec un webinaire sur le flux de travail automatisé pour l'impression 3D. Une masterclass pour les sièges d'imprimés en 3D. Donc, bienvenue à tous. Nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Jérémy Pierguet, le fondateur et directeur technique de l'entreprise Created Win, une entreprise qui développe des systèmes d'impression 3D, à partir logiciels, des machines et aussi un aspect sur les matériaux. L'entreprise a été fondée en 2009, je suis français, et j'ai démarré l'entreprise au Danemark, au nord du Danemark, à Albe. Bonjour à tous, donc moi je suis Enzo Licata, je suis le cofondateur de la société Twin 3D. En quelques mots, donc on est spécialisé dans les différentes technologies 3D exclusivement dans le monde de la santé et on accompagne les orthoprothésistes à choisir des solutions pour numériser leur travail et on les aide à faire l'acquisition de ces solutions adaptées à leur pratique. On les aide à l'intégration et puis après derrière à l'optimisation et l'utilisation dans leur quotidien. Bonjour, je suis Alice Parent, je suis la directrice adjointe du groupe Tolda. Le groupe Tolda offre des solutions d'impression 3D et de sous-traitance pour les orthoprothésistes sur l'ensemble du territoire français. Et nous avons une grande expérience également en appareillage en ayant deux structures, une sur Bordeaux, qui est d'Ortho Bordeaux, et sur Marseille avec Néo Orthopédie. Bonjour à tous, je suis Arnaud Meunier, orthoprothésiste au sein de Néo Orthopédie. Donc Néo Orthopédie, une entreprise qui a ouvert il y a à peu près 13 ans, spécialisée en pédiatrie. Et nous sommes sur Marseille. Voilà. Merci beaucoup. Donc, dans ce webinaire, il y a une section Q&A et chat que vous pouvez utiliser. Donc, nous vous invitons pendant la présentation, en fait, d'aller envoyer des messages. On répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc, je vais commencer. Donc, pourquoi? On va commencer à parler du pourquoi est-ce qu'il faut se digitaliser. Il y a un changement démographique qui arrive en Europe et il y a énormément de choses qui vont venir, qui suivent là-dessus. Comment? C'est exactement ce qu'on va faire. Parler du flux de travail, en fait, et expliquer quel est le flux de travail digital en matière de CAO et FAO et d'impression 3D. Et ensuite, on finira par un cas utilisateur. En fait, le cas utilisateur, on l'utilisera tout au long de la présentation pour illustrer le flux. Donc, tout d'abord, au niveau de la démographie, nous avons une population en Europe qui vieillit et en même temps, on a un manque de main-d'œuvre. Donc, c'est très difficile puisqu'on a une demande qui augmente, une main-d'œuvre qui diminue et les jeunes n'ont plus tellement envie de travailler dans un milieu de travail qui soit peu attrayant, voire pénible. Donc, c'est comment rattirer les jeunes sur des métiers de l'orthopédie. Aussi, la demande avec la population qui vieillit augmente. Les gens veulent de plus en plus de caractéristiques techniques sur les produits, de plus en plus de personnalisation. Et c'est très difficile de répondre à cette demande puisque les réponses à cette demande sont faites avec une technologie qui a entre 30 et 50 ans. Donc, il est vraiment temps d'innover. Un autre problème, c'est que sur la fabrication traditionnelle, il y a énormément de déchets. Donc, que ce soit découpage de mousse ou utilisation de robots sur des mousses, ça crée énormément de déchets qui sont non recyclables et généralement brûlés. Donc, au niveau de l'Union européenne, ces dernières années, il y a eu énormément de focus sur tout ce qui est le passeport carbone et comment avoir une empreinte digitale qui soit positive. Et donc, ce qu'on voit arriver, c'est beaucoup de nouvelles lois avec des déductions fiscales pour les bons élèves et des taxes pour les mauvais élèves. Donc, il y aura, sur les années qui arrivent, de plus en plus de focus sur l'aspect recyclable. Donc, dans ce webinaire, nous allons regarder le flux digital. On va commencer par comment scanner, ensuite comment rectifier un modèle 3D pour qu'il soit prêt à être imprimé. Et ensuite, le plus facile, c'est de passer en sous-traitance, en fait, d'envoyer ce modèle 3D pour la création d'une assise, d'un corset siège. Ensuite, il y a aussi la possibilité de vous équiper avec une solution
Donc, si vous avez votre propre solution SeatMaker, donc ou d'impression 3D, on va expliquer comment le slicer, donc la partie logicielle marche, comment l'impression 3D se déroule, et on finira avec un cas patient. Donc, je vais passer la main à Enzo qui va vous expliquer le scan 3D. Merci Jérémy. Donc effectivement, comme l'a présenté Jérémy, ici on retrouve en fait le process complet qui permet d'exploiter l'ensemble des valeurs ajoutées proposées par le numérique. Et donc, étant donné qu'on est sur des applications qui sont spécifiques à un patient, la première étape, c'est en fait la numérisation de l'anatomie du patient ou la numérisation du dispositif qui permet de capter les déformations de l'anatomie de notre patient. Et donc pour ça, on utilise un scanner 3D. Donc, chez Twin 3D, nous travaillons et nous proposons la gamme Shining 3D. Mais en fait, aujourd'hui, l'ensemble des scanners du marché peuvent faire le travail. L'objectif, c'est de récupérer un modèle 3D, donc un fichier STL, qui est le PDF de l'environnement 3D. L'objectif, c'est d'avoir un modèle 3D qui soit représentatif de l'anatomie de notre patient ou en tout cas des déformations de notre patient. Et donc, c'est ce qui est venu faire Arnaud Meunier pour le cas patient qu'on a ici. Donc, on a eu une prise de mesure faite via un sac à billes, donc pour respecter au maximum les déformations. Derrière, il est venu faire, donc on voit une captation 3D, donc voilà, le scan 3D du sac à billes. Et donc, une fois qu'on a notre modèle 3D qui est représentatif de l'anatomie, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la rectification de l'anatomie ou la rectification du dispositif. Et cette étape-là, elle se fait lors de la CAO pour conception assistée par ordinateur. Donc, chez Twin 3D, nous, ce que nous proposons et la solution qui a été utilisée pour ce cas patient-là, c'est la solution Geomagic Freeform qui se démarque par différents points. Le premier, c'est que c'est vraiment un outil de CAO qui est pensé pour le domaine organique. Vous avez tout un tas d'outils qui permettent vraiment de s'adapter à des formes complexes qu'on retrouve en fait dans les formes du corps humain et notamment en cas de déformation. Donc, c'est le premier point. Le second, et ce qui permet de faire vraiment la passerelle avec votre métier qui doit rester manuel parce que ça fait partie de l'expertise, c'est que ça s'utilise avec ce qu'on appelle une interface haptique. En fait, on a un bras robot à retour de force. Ce bras robot, il remplace, donc on le voit ici sur l'image, il remplace la souris et il permet de piloter le logiciel et tous les outils qu'on retrouve à l'intérieur de ce logiciel-là. Et quand on va toucher la matière numérique, on va la sentir comme si on venait toucher notre patient et donc on va pouvoir se servir de tous les repères anatomiques qu'on a l'habitude d'utiliser, etc., etc. La modélisation et la conception au sein de Geomagic Freeform, elle est ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de travailler sur le fichier 3D, mais également sur un argile numérique qui permet de donner une totale liberté et à la conception et à la rectification. Bien évidemment, le logiciel, il est compatible avec l'ensemble des solutions du marché. Donc, quand vous utilisez Geomagic Freeform, vous pouvez travailler avec n'importe quelle solution de scanner en amont. Vous pouvez travailler à base de fiches de mesure et créer vos propres modèles 3D, vos propres bibliothèques 3D dans Freeform. Et en sortie, vous avez la possibilité de travailler avec tous les formats standards du marché et donc de vous interfacer avec toutes les imprimantes 3D, toutes les machines d'usinage, etc., etc. Et enfin, voilà, je passe rapidement dessus, mais on a également la possibilité derrière de faire ce qu'on appelle l'automatisation du patient spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des outils qui permettent de automatiser les tâches qui sont répétitives et qui sont sans valeur ajoutée d'un patient à un autre. Donc là, je vais vous diffuser une petite vidéo. Encore une fois, la petite disclaimer, c'est une vidéo qui est en accéléré, qui permet de balayer, qui est commentée, qui permet de balayer le process qui a été réalisé par Arnaud Meunier. Bien évidemment, si vous avez des questions, des remarques, besoin de plus de détails, vous avez le chat pour poser l'ensemble de vos questions. Donc, on retrouve ici l'interface principale de travail de Geomagic Freeform. On a le stylet en fait qui mime le bras robot à retour de force qui permet de sentir la matière et donc d'avoir les différents repères de notre modèle 3D. Et on est venu importer le scan du sac à billes qu'on a vu auparavant. Donc une première étape ici, c'est de venir faire quelques rectifications de ce modèle 3D. On a vu qu'on a certaines prises de mesure qui ont été positionnées pour avoir des repères sur les éléments qui sont à modifier. Derrière, on a la possibilité de sentir du coup les différents repères comme je l'ai dit, de définir une zone de travail. Donc là, c'est la courbe qu'on est venu dessiner d'un côté puis de l'autre. Ça permet de n'avoir des modifications du modèle que sur l'espace qui se trouve à l'intérieur de cette courbe plaqué sur notre modèle 3D.
Donc là, on a un rajout de renfort. Et tout au long d'une conception et d'une rectification au sein de Freeform, on a la possibilité de travailler soit de façon purement manuelle, et donc grâce à la sensation du bras robot et à la visualisation du modèle 3D. Et donc on fait vraiment appel à l'expertise clinique de l'utilisateur. Et on a également la possibilité de travailler de façon paramétrique. Et donc là, on va se servir d'une certaine série de mesures qu'on a pris sur le patient qui vont permettre de faire les modifications de façon totalement maîtrisée. On voit à l'écran là qu'on est en train de modifier en fait notre modèle et d'enlever certaines parties de notre modèle, ne serait-ce que pour en fait enlever de la matière à la production et donc voilà d'être plus économe sur la quantité de matière qu'on utilise. Donc là, on se sert de plans, voilà, de plans et de formes qu'on vient retirer à l'échelle complète du modèle. Donc le process qu'on balaye depuis le début ici, c'est le process qui a été réalisé par Arnaud Meunier, qui fera la présentation d'un point de vue clinique du cas un peu plus tard. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que en fait, avec Freeform, on peut se conformer à toutes les façons de faire. L'outil est tellement complet et les différentes palettes d'outils, voilà, sont tellement diverses que quelle que soit votre façon de faire, que vous soyez vraiment purement manuel, que vous ayez besoin de paramétrique, que vous ayez besoin de faire un mix des deux, voilà, on va trouver un moyen en fait de numériser votre pratique et que ne vous soyez pas perdu donc par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, mais de profiter de votre expertise manuelle et de vous faire profiter de la puissance d'un outil logiciel et donc du numérique. Une fois qu'on est satisfait ici de la morphologie globale du modèle 3D, on va terminer par lisser certaines parties pour le confort du patient. Et donc à la fin, on va se retrouver en fait avec une série de formes et de plans qui vont permettre de faire des rajouts de matière pour s'assurer voilà, que la forme globale soit standardisée et que ce soit conforme à notre mode de production. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Alice qui va vous parler de la suite du process 3D. Bonjour et merci beaucoup Enzo. Alors, donc en fait, au sein du groupe, on a de nombreuses années d'expertise dans l'impression 3D et on s'est rapproché de Create-It-Real par rapport à sa solution SiteMaker qui nous permet de répondre à déjà notre ambition première qui est d'améliorer les démarches RSE auprès de l'entreprise, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. L'intérêt d'un point de vue thérapeutique, c'est le confort du patient. On peut réaliser exactement ce que l'on souhaite en termes de confort, de densité, puisqu'il existe de très nombreuses densités. Il en existe 5, extra soft, soft, medium, hard et extra hard. L'autre intérêt, c'est la baisse de l'impact environnemental parce que l'impression 3D permet de ne consommer que ce que l'on imprime. Donc, on n'a plus de déchets et on améliore la pénibilité du travail de nos collaborateurs. On remet l'humain au centre de son expertise et on laisse aux robots le soin de faire ce que les robots peuvent faire. Pour pouvoir tester la solution, nous possédons des machines en interne. Il vous suffit de nous envoyer un fichier STL, comme l'a expliqué Enzo, et de nous donner un petit cahier des charges, un petit peu des attentes de l'équipe pluridisciplinaire médicale et ce que vous attendez pour le patient en termes de confort, en termes de maintien. On va réaliser un positionnement des zones que l'on va vous proposer avec une offre tarifaire et si vous l'acceptez, alors on lance l'impression et vous recevrez directement le siège chez vous. Je vais vous montrer un petit peu le slicer, donc Real Vision de Embrace, donc le slicer qui est l'interface entre la rectification CFAO et l'imprimante. C'est l'interface, donc c'est le positionnement des zones qui a été réalisé par Arnaud pour son patient. J'importe mon STL rectifié dans le logiciel Real Vision Embrace, qui est le logiciel permettant de gérer l'imprimante, appelé aussi Slicer. À l'aide du pinceau, je délimite ma première zone. Je rentre la valeur souhaitée, le but est de couvrir la totalité de ma forme de haut en bas. Si la zone sort de ma forme, cela ne pose pas de problème. Le logiciel pourra rééquilibrer la forme. Une fois la zone délimitée et le modifier créé, je choisis la densité voulue. Je réitère le processus pour une autre zone. Je modifie la densité de la forme principale pour avoir une assise qui allie souplesse et confort. Afin de créer un dossier plus rigide sur l'extérieur,
J'importe un cube pour créer un modifieur de 1 cm d'épaisseur sur la totalité du dossier. Je le place sur l'extérieur du dossier. Je peux paramétrer toutes les dimensions à souhait. Nous pouvons avoir une vue globale du modifieur adaptée à la forme. Je réitère le même procédé pour le retour temporal afin qu'il ait une densité plus élevée et favoriser le motion. Une fois les modifieurs tous positionnés, je demande au logiciel de préparer l'impression. Il calcule le temps nécessaire à l'impression, ainsi que la quantité de matière utilisée. Nous pouvons jouer sur le positionnement de la forme pour diminuer les supports et diminuer le temps d'impression. Comme nous le verrons plus tard, pour ce patient, nous avons favorisé un confort d'assise ainsi qu'un maintien du tronc et de la tête. Alors, on a pu voir du coup le logiciel et un peu de la simplicité d'utilisation que ça représente. Une fois que vous avez pu démontrer à votre équipe médicale, aux patients et aux médecins l'intérêt de ce dispositif et que vous avez un volume qui commence à augmenter, le but, c'est quand même que vous ayez en local votre propre unité de production afin de limiter encore les échanges depuis le sud de la France vers votre centre et puis que vous puissiez réaliser 100% en autonomie. Alors en autonomie, oui et non, nous, on reste toujours présent avec vous pour pouvoir vous accompagner dans vos besoins grâce à toutes les études et à toutes les recherches que l'on fait pour justement améliorer la quantité de matériaux qui va être utilisée. Donc en fait, vous gardez la partie de scan et de modélisation qui vous est propre à votre manière d'appareiller. Nous, on intervient avec une imprimante, un slicer et des matériaux qui sont normalisés. Donc le gros intérêt de cette machine, c'est que déjà, elle dispose d'un très grand volume d'impression, c'est du 60 par 60 par 65. C'est largement assez grand pour pouvoir imprimer un siège et si vous avez des besoins un petit peu différents comme des OTN par exemple, vous pouvez très bien l'imprimer en 2 fois. Ce matériau permet d'être collé de manière très efficace. Sinon, on peut aussi faire 2 housses différentes que l'on va venir scratcher ensemble, ce qui permet aussi de faciliter le travail des équipes pour l'hygiène des patients, etc. Cette machine, son autre intérêt, c'est qu'en fait, elle va travailler en continu. Elle possède une chambre de chauffe qui permet de garder le matériau sans qu'il soit trop humide. Donc, ça optimise son impression. Et le fait d'avoir 2 bobines de 2 kg, donc on a 4 kg de matière qui peuvent s'imprimer, ça veut dire qu'elle va travailler en flux continu. Donc, le soir, le week-end, on la charge et pendant que nous, on n'est pas là, elle va continuer à travailler. Donc, on a moins de perte de temps. Le matériau qui est utilisé, c'est un matériau qui est normé médical. Donc, il correspond à la nouvelle mouture de la LPP qui est parue en fin d'année. Le slicer qui est utilisé, comme vous l'avez vu, c'est plug and play. Son gros avantage, c'est qu'il ne nécessite pas des heures de formation pour les personnes qui vont les utiliser. Le but, c'est que ce soit le plus simple, il est mis à jour régulièrement. Voilà. Et au niveau de l'accompagnement, bien entendu, comme je vous disais, nous, on réalise de nombreuses impressions, certes, mais on réalise également de nombreux tests pour permettre d'optimiser la quantité de matériaux qui va être utilisée et la vitesse d'impression, du coup, qui va en découler. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud, qui va pouvoir vous présenter un petit peu la prise en charge de son patient. Merci Alice. Alors, du coup, nous allons reprendre un petit peu le cas que nous avons vu. Donc, dans un premier temps, 2 petits mots sur Néo Orthopédie. Qui sommes-nous ?
Nous avons, comme je l'ai dit précédemment, 13 ans d'ancienneté et nous sommes spécialisés en pédiatrie. Nous avons plus de 70 patients appareillés avec cette technologie-là. Et pourquoi sommes-nous tournés vers cette technologie-là? Tout d'abord pour améliorer le confort du patient, tout en autorisant un maintien approprié. Et pourquoi avoir choisi cette solution 3D plutôt qu'une solution classique de siège mousse? Tout d'abord, l'aération est beaucoup plus importante, ce qui limite la sudation, et ce qui peut être important dans des régions du sud comme la nôtre. Le lavage est très facile. On peut passer les sièges en machine à 60 degrés, ce qui permet un confort de travail important pour toutes les équipes pluridisciplinaires. L'impact environnemental, comme a été dit en amont, est réduit grâce à la possibilité du recyclage de matériaux. Et cette technologie est plus durable dans le temps, contrairement aux mousses, grâce à sa capacité forte à la résistance et à la compression. Il y a aussi une part de facilité pour les équipes qui viennent fabriquer les corsets, où il n'y a pas moins de produits nocifs utilisés. Et autre chose, cette technologie est modifiable à souhait. On peut découper, recoller très facilement. Alors, maintenant, allons un peu plus près du cas patient. Donc, sa pathologie, qu'est-ce que c'est? C'est une mutation du gène GRIN1A, ce qui implique quoi? Une hypotonie du tronc, une station assise non acquise et une rétraction importante, notamment au niveau de la tête, et ce qui influe une mauvaise position de sa tête, ce qui était la plus grosse problématique sur ces anciens appareillages. Donc, en prenant en compte tout le discours des équipes et le patient, nous avons voulu rechercher un confort dans la position assise avec un maintien du tronc pour éviter de nouvelles déformations et une optimisation de la ventilation sur un poumon déficitaire, tout en respectant son léger coup de vent. Le bon maintien de la position de tête dans l'axe pour l'optimisation du champ visuel et de l'interaction sociale. Et comme mentionné plus haut, l'avantage que le siège soit lavable et aéré ça permet un meilleur confort. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans un premier temps, comme l'a montré Enzo, on a pu faire la prise de mesure à l'aide du sac à billes. Donc, pourquoi un sac à billes? Pour pouvoir respecter justement les fortes déformations, ce qui n'est pas obligatoire pour cette technologie. On peut aussi faire une prise de mesure en paramétrique en fonction du patient. Cela marche. Pour la rectification, donc nous avons la petite vidéo on a utilisé Freeform pour maintenir un petit peu le tronc et la tête. Et ensuite, nous sommes passés sur le slicer pour positionner les différentes zones. Donc une zone avec une densité extra soft pour avoir un meilleur confort et des densités un peu plus importantes pour avoir un maintien, notamment sur le côté du rachis, au niveau du plot d'abduction et au niveau de la tempe pour avoir un maintien de la tête. Donc nous pouvons avoir 5 densités, de l'extra soft pour avoir un confort optimal et extra hard pour avoir un fort maintien. Une fois toutes les densités placées, nous pouvons lancer l'impression. Et comme nous avons vu sur la petite vidéo, ça vient après sortir de terre et réussir à avoir le nouveau siège. Sur cette slide, nous pouvons voir l'ancien appareillage. En effet, les problématiques qu'il y avait sur l'ancien appareillage étaient particulièrement sur l'axe de la tête, où le patient ne pouvait pas
avoir un échange vraiment social, car il a vraiment cette rétraction qui vient embêter. Donc, nous pouvons voir que déjà, lors de l'essayage, le patient était beaucoup plus axé et maintenu, et ce petit renfort temporal permettait vraiment d'axer cette tête. L'avantage de cette technologie est qu'à l'essayage, nous pouvons couper ou même rajouter de la matière si nécessaire. Donc, rien n'est figé lors de l'essayage, nous pouvons vraiment tout modifier. Une fois l'essayage validé, nous pouvions passer à la finition. Donc, pour la finition, nous pouvons lancer la confection de la housse. C'est cette partie-là qui va venir figer vraiment et plus avoir de modifications sous la matière. Donc, nous venons mettre la housse, rajouter toutes les adjonctions nécessaires, et nous pouvons délivrer le dispositif. Nous pouvons voir que dans son nouvel appareillage, le patient a un confort et un axe du tronc et de la tête, ce qui favorise effectivement l'interaction sociale. Donc, le patient est satisfait, les équipes aussi, c'est ce que nous recherchons. Voilà. Voilà, maintenant nous allons passer aux questions. Donc je réinvite mes collègues à se connecter. Merci beaucoup Arnaud. Donc je vois qu'il y a eu des questions pendant la présentation. Donc une des questions était quelle est la matière utilisée? Alice, est-ce que tu veux Ah oui, répondre? bien sûr. Donc le matériau qui est utilisé pour la réalisation de ces sièges, c'est du TPU, c'est un thermoplastique haute température. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Je peux rajouter un petit peu. Donc c'est une matière qui est dans la famille des polymères, mais qui est très résistante en fait. Donc par rapport aux mousses, ça a un temps de vie beaucoup plus supérieur. Donc le niveau de durabilité, c'est à peu près le double des mousses. Et cette matière a aussi a été testée par un institut indépendant en Finlande pour tout ce qui est normes de contact avec la peau et contact avec les cellules. Donc c'était les normes que Alice a fait dans la présentation. Il y a une autre question de Marc qui dit « Vous parlez de réduction des impacts environnementaux. Avez-vous fait des études? Et si oui, pouvez-vous nous en parler? Et quel type de recherche avez-vous fait ?» Il y a aussi une autre question avant sur les filières de recyclage. Alors, déjà sur la partie des études, nous, on est utilisateur en local de la solution. Ce que j'ai pu mener comme étude déjà c'est une étude comparative sur la réalisation d'une assise sur un adolescent de 14 ans en méthode traditionnelle, c'est-à-dire fraisage de blocs de mousse en PU, thermoformage de plasta, thermoformage de PE. Et je me retrouvais en fin de réalisation avec un corset siège qui faisait 4 kg pour 18 kg de matières premières achetées, donc sourcées. Et du coup, au final, le reste, c'est à peu près 70% qui partait en chute de production. Donc, le plastazote de thermoformage qui part à la poubelle immédiatement alors qu'il est propre, etc. Donc ça, sur cette méthode-là, l'impression finale en TPU faisait dans l'équivalent des 4 kg également, donc, sauf que j'ai utilisé que 2 bobines. Donc déjà, l'impact, il est immédiat. On le voit bien de toute façon sur la réduction de nos quantités de déchets depuis qu'on utilise la solution. Et au niveau de la filière de recyclage, en fait, on peut pour l'instant pas le broyer pour le remettre en filament et le réimprimer, ce qui sera une solution, je l'espère, à terme, contrairement à d'autres matériaux qui peuvent se faire comme le polypropylène, par exemple. Mais en fait, il est réutilisé par des industries qui le rebroient et qui le réutilisent en adjuvant auprès de Creatit Real. Donc là, Jérémy, pour le coup, pourra vous en dire un petit peu plus. Oui, on a actuellement 2 projets européens sur ce sujet où on a regardé la recyclabilité de la matière et c'est en effet recyclable. On ne sait pas encore combien de fois. On a fait jusqu'à 5 fois la même matière recyclée à 100%. Donc, on a réussi à imprimer des sièges, on a imprimé des semelles en TPU avec de la matière recyclée.
On a aussi regardé donc l'aspect technique, combien de fois est-ce qu'on peut le recycler. Et quelque chose qui marche très bien, c'est aussi de le mixer avec de la matière neuve, généralement mixer à 25% de matière plus vieille, avec 75% de matière neuve, ça passe très très bien. Mais ce qu'on cherchait, c'était vraiment pouvoir pousser les limites pour faire du recyclage à 100%. Et un autre aspect, c'est qu'on a des filières locales. Donc, on a un partenaire, nous, au Danemark, qui nous rachète la matière. Donc, cette matière a une valeur et il nous paye pour récupérer la matière. Il faut juste arriver à collecter une certaine quantité avant de pouvoir leur donner. Et ils ont tout un système en place où ils la lavent, ils la broient et ensuite ils la revendent sur d'autres filières, généralement comme matière qui va être rajoutée pour faire des composites. Alors c'est vrai que nous, on les utilise beaucoup, enfin en tout cas Neo Orthopédie l'utilise beaucoup. Les sièges que l'on a imprimés il y a quelques mois, depuis plus d'1 an, sont toujours utilisés actuellement. Donc du coup, on n'a pas encore le volume, mais dans les démarches que nous sommes en train d'entreprendre d'un point de vue RSE, nous sommes justement en train de regarder pour le réemploi déjà sur le territoire français de ces matières-là. Sachant que toutes les chutes de production qu'il pourrait y avoir, éventuellement, parce que des fois c'est un peu trop grand, donc on découpe ça, on les conserve pour pouvoir les recoller sur un autre dispositif ultérieur. Ok, on a une autre question de Cyrine qui demande quels sont les délais de réception d'un siège. Donc je pense que c'est sur la sous-traitance. Alors, sur la partie sous-traitance, nous, on aime bien tenir nos engagements. Donc, du coup, globalement, on préfère annoncer un délai de 3 semaines, sachant que ça peut être moins, bien entendu. On a plusieurs machines, donc de toute façon, elles tournent en permanence. Si on arrive à l'intercaler, l'avantage, c'est qu'en fait, on connaît déjà la quantité de matériaux et la durée, ce qui fait que si on voit que ça va se terminer pendant un week-end et qu'on ne pourra pas avoir de remplacement, on va lancer des productions un peu plus longues. On préfère toujours se dire 3 semaines, même si on a déjà, on fait régulièrement moins. Voilà. Mais bon. Merci Alice. Il y a une autre question sur la dureté du STM. Je ne sais pas si... Alors, sur cette partie-là, sur la dureté moyenne qui est utilisée, en fait, c'est hyper variable en fonction des besoins. Donc, on doit vraiment prendre en compte la taille et le poids et la pathologie du patient. Pour pouvoir faire un maintien, Arnaud, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, on a souvent un socle qui est en médium. Mais si jamais c'est un enfant, Orthopédie réalise énormément de pédiatrie. Alors dans ce cas-là, on part souvent sur de l'extra soft en venant rajouter juste des petits éléments de maintien par-ci par-là. Sinon, dans la globalité, on fait beaucoup plus de médium en rajoutant sous les ischions des zones de décharge ou en rajoutant justement pour pouvoir avoir un maintien du siège plus important de l'extra hard. On utilise un petit peu de tout. C'est le fait de pouvoir mailler un petit peu ces différentes densités qui va permettre d'avoir un siège qui répond vraiment aux attentes et qui va avoir d'écrasement. Les sièges en mousse traditionnels souvent résistent pas aussi bien dans le temps. La pression, le fait qu'il y ait l'assise qui soit toujours au même endroit, fait qu'il y a un petit tassement, la peinture se déchire, etc. Là, on n'a pas le cas, donc il faut vraiment considérer le siège comme un millefeuille de densité. Et voilà. C'est ça. C'est pour ça que si jamais vous demandez une sous-traitance, c'est très important de nous donner le poids, la taille et les attentes de l'équipe pour qu'on puisse guider au mieux sur les différentes densités. En fait. Je peux rajouter un petit peu au niveau technologique. À Creative Drill, nous avons fait des tests avec l'université de Pittsburgh qui a en fait tout un laboratoire qui est capable de faire tous les tests ISO liés sur les assises. Et donc, on a comparé les différentes duretés pour comprendre quel est en fait l'affaissement. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que quand on joue avec des duretés différentes, on peut utiliser par exemple du extra hard pour créer la structure et en fait protéger les zones extra soft.
Ce qui fait qu'on peut vraiment utiliser ces différentes duretés pour créer une assise qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. OK. Donc, je crois que... Ah, une nouvelle question. Peut-on réaliser des appareillages type pouf de confort à positionner au sol? Alors C'est oui, pas- on peut tout faire, en réalité. On peut absolument agir sur de l'impression 3D. Justement, il n'y a aucune limite, mis à part les dimensions. Et encore, comme je dis tout à l'heure, il suffit de les coller. Ce qui reprend une question qui est juste en dessous. Comment sont collées les deux parties dans le cadre d'une impression en 2 morceaux? Alors, si c'est une seule et même assise, on a eu plusieurs cas. Il nous arrive d'imprimer en 2 fois l'assise et le dossier, ce qui permet en fait de faire un entretien, de faire tourner, et ça simplifie si on veut les passer en machine. Si vraiment il faut pouvoir les coller, on utilise tout simplement de la néoprène. C'est la colle de contact, elle fonctionne très très bien sur ce dispositif. On peut les poser au sol, on peut très bien mettre un support en dessous pour pouvoir venir y fixer des roulettes si on a besoin dans le cas d'un OTN. Voilà, tout est envisageable. Et du coup, j'enchaîne sur la dernière question qui fait partie de la question. Comment fixez-vous les sangles et les boucles, etc. Là, je vais remettre un petit peu pour Arnaud, qui est plus l'utilisateur final, et probablement que Jérémy rebondira un petit peu sur cette partie-là. Alors, pour tout ce qui est fixation de sangles, boucles, etc., en général, on vient quand même mettre une coque externe sur le corset siège, justement, pour avoir cette facilité de fixer toutes les adjonctions que l'on veut, et venir fixer au châssis ou au fauteuil si nécessaire. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent. Et je peux rajouter que donc, sur la solution, Actuate et Drill, on est en mode R&D, donc recherche et développement constant. Et une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'était de créer des zones pleines. Donc, vous avez les densités différentes. Donc, la densité différente, ça va être typiquement qu'on peut faire une partie qui soit assez rigide d'un côté et vraiment beaucoup plus souple de l'autre. Mais on peut aussi créer des zones complètement pleines. Donc, à terme, donc là, pour l'instant, il faut le faire un peu manuellement et c'est un peu un mode plus expert. Mais à terme, on va donc rajouter au niveau du logiciel de plus en plus de fonctionnalités. Pour nous, c'est assez facile puisque notre expertise depuis 2009, c'est vraiment faire le logiciel d'impression 3D. Et donc, le logiciel est aussi beaucoup plus facile à pousser à tout le monde. Et le but, c'est vraiment que la solution évolue avec les besoins. Donc, si vous avez des choses spéciales que vous voulez réaliser, n'hésitez pas à en parler puisque ça remonte rapidement sur les équipes R&D. Et nous, on est très, très contents de vous aider à toujours pousser les limites de la solution puisque ça crée vraiment une différence sur la techno et aussi sur les utilisateurs. Nous, pendant pas mal d'années, on a été une entreprise qui a travaillé pour l'amour de l'impression 3D. On était vraiment amoureux de la technologie 3D et on est vraiment très content d'avoir trouvé l'orthopédie parce que vous avez énormément de problèmes. Donc, on développait des solutions sans problème. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de problèmes pour matcher les solutions qu'on avait développées. Okay. Alors, on a d'autres questions sur la néoprène. Est-ce que cela crée des zones rigides au niveau du collage? Je ne sais pas si tu veux répondre. Alors non, Arnaud, tu es plus utilisateur que moi. Ça marche. Je te laisse répondre. Non, en fait, ça vient se mettre sur vraiment maximum 1 cm, ce qui n'a aucun ressenti pour le patient, même nous on l'a testé, il n'y a aucun ressenti de zone rigide au niveau du collage. Pour les collages en velcro, pour garder les deux parties, ça ne glisse pas. Alors, collage en velcro, nous, tu vas me couper Alice, mais si je me trompe, mais nous, on l'utilise notamment sur des corsets sièges qui vont être articulés, par exemple,
où l'assise va être utilisée seule dans certains cas. Donc dans ce cas-là, on vient housser et mettre un velcro sur la housse qui fait que les deux parties tiennent. Si la découpe est placée à un endroit stratégique, en général, il n'y a pas de glissement particulier. Après, il y a la coque aussi qui maintient le tout, parce que le tout est fixé. Je ne sais pas si j'étais clair. Une autre précision, Arnaud en a parlé rapidement pendant la présentation, mais il est possible donc en fait de découper la matière. Donc c'est possible d'y aller au cutter en fait ou au ciseau. Donc c'est assez facile à découper. Donc c'est vrai que quand on amène une nouvelle technologie, généralement ce qui fait un peu peur, c'est on pense qu'il faut avoir tout résolu au niveau design avant d'imprimer, mais il y a quand même la possibilité d'aller modifier en fait l'assise après. Et c'est sûr qu'avec le temps, les gens s'habituent de plus en plus et après, au bout d'un moment, ils font tout en digital. Mais c'est important à préciser pour l'aspect transition. On a une autre question. Alice m'avait parlé de 2 parties pour les matelas. C'est dans cela que je m'intéresse sur les 2 parties. Donc ça, c'est pour les ETN. Alors, oui, pour les ETN, effectivement, par exemple, donc vous avez le matelas qui va faire, si c'est un émi-matelas, on a des utilisateurs qui font partie de la formation, qui va faire par exemple 1,20 m. Notre imprimante étant limitée à 60, forcément, on va devoir le couper en 2. Alors, sur votre logiciel ou sur MeshMixer, peu importe. Et ensuite, donc, on a ces 2 parties qui sont amovibles. Souvent, on a la partie au niveau du bassin, jusqu'à on trouve un endroit de jonction qui soit pas en conflit, donc pas forcément directement sous le genou. On trouve l'endroit qui correspond aussi à l'imprimante. On housse séparément les 2 parties. En fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'orthoprothésistes sur Terre, j'imagine. Ce que nous utilisons parfois, c'est de housser indépendamment chaque partie. Et sur la jonction entre les 2 parties qui vont venir se coller, on vient coudre des velcros, ce qui fait que ça les maintient ensemble. On a aussi la possibilité de se dire qu'on housse qu'en une seule partie, donc on housse l'intégralité. Le tout va être tenu d'un seul tenant par la housse qui va être de partout. C'était plus compliqué auparavant, mais maintenant, la LPP ayant changé dans la faveur du positionnement, on a la possibilité d'avoir des housses qui soient performantes et qui soient remboursées également, ce qui est quand même pas anodin. Ensuite, on peut très bien se dire qu'on va mettre une coque directement à l'extérieur. On travaille avec des partenaires là-dessus sur le fait de pouvoir découper une coque qui soit et légère et très fine pour pouvoir permettre le positionnement. Ça évite les glissements latéraux. Et bon, en fait, tout est envisageable. On peut aussi très bien se dire qu'on va venir faire une découpe à l'intérieur, comme disait Jérémy. On crée une zone un peu plus dure sur le côté pour avoir un maintien et venir faire une découpe à l'intérieur pour venir mettre des sangles. En fait, vraiment, absolument tout est envisageable. C'est en ça que nous, en fonction du besoin qui va être sur place pour votre patient en particulier, on a l'expertise aussi bien de l'impression 3D, mais que du logiciel, et on l'utilise depuis longtemps. Donc on peut vous donner des conseils, et si vous rencontrez une problématique, parce qu'en fait, quand on résout une problématique, on en découvre toujours une autre qui est en cascade, en fait, on est toujours là pour vous aider. On vous lâche jamais tout seul dans la nature. Voilà. Donc, sur la présentation, là, vous pouvez voir nos contacts. Donc, si vous avez des questions sur la partie scanner ou conception assistée par ordinateur, n'hésitez pas à contacter Enzo de Twin 3D. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà ce genre de logiciel, mais je ne sais pas. Il y a toujours besoin d'un petit complément, il ne faut pas hésiter. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Voilà, c'est vraiment, et comme c'est pas pour rien que c'est utilisé, en tout cas que ça a été utilisé dans ce cas-là, c'est que c'est pensé et adapté aussi pour une production par impression 3D derrière, quoi. La conception est totalement libre et donc ça permet de faire différemment et d'être complémentaire avec les pratiques que vous aviez auparavant pour pouvoir au mieux exploiter l'impression 3D et donc les technologies Creative Drill qui vont derrière, quoi. Voilà. Nous avons aussi une question, est-ce qu'on peut revoir le webinaire? Oui, effectivement, il y aura un lien qui va être envoyé
pour tous les gens qui se sont inscrits, il sera possible de revoir en fait tout le webinaire. Je pense que ça partira d'ailleurs aujourd'hui. OK. Et il y a une question aussi, ouais. Comment est modélisée la coque qui recouvre le fauteuil et en quelle matière celle-ci est réalisée? Alice, moi, comme tu veux. La coque, elle est. En fait, on a déjà le STL qui a été créé sur la partie de l'impression. Donc, en fait, il suffit de transmettre ce STL. Soit, alors, on peut éventuellement essayer de thermoformer du plastique, ce qui perd un peu de son sens sur la partie écologique parce qu'on va recréer du déchet et on a vu que quand même, le but, c'était quand même de réduire un petit peu notre impact parce qu'on est quand même un métier qui à l'origine est un petit peu polluant quand même, on va pas se mentir. Donc on peut très bien avoir ce fichier STL et on va faire découper du plastique qu'on va venir plier, découper de l'aluminium, du dibond. Il existe encore une fois possibilité. On peut aussi envisager dans le temps, donc présenter une technologie qui soit trop de rupture, parce que alors nous on commence à le dispatcher un petit peu sur le territoire français, mais ça reste quelque chose qui est assez nouveau en remplacement des corsets-sièges, notamment pour la partie corset-siège. Le but, c'est de ne pas faire peur aux équipes médicales. C'est pour ça qu'actuellement, on continue à mettre une coque. Mais il est tout à fait possible de ne pas mettre de coque. Parce que le fait d'avoir une densité extra hard et de pouvoir de temps en temps mettre également des zones en plein, ça permet d'avoir la rigidité et la tenue. On peut venir créer des zones qui soient complètement pleines, sur lesquelles on va venir fixer un plot. On peut venir fixer des vis à bois également à l'intérieur. C'est un petit peu plus loin à imprimer, mais on a un dispositif qui est déjà totalement fini. Donc, en fait, tout est envisageable, encore une fois. C'est le gros avantage de cette technologie. Si vous êtes intéressé par la solution, bien sûr, on peut vous donner tous les contacts. Vous me contactez et je diffuserai les informations. Ouais, donc généralement, c'est facile de commencer avec de la sous-traitance. Donc, en général, c'est assez facile d'essayer. C'est aussi possible d'envoyer des échantillons des différentes duretés. Là, c'est un bloc avec les 5 duretés, mais on peut vous faire des petits cubes qui ont des duretés différentes si vous voulez tester. C'est une bonne manière de voir si c'est d'avoir en fait un repère par rapport aux mousses que vous connaissez. C'est toujours plus facile une fois qu'on l'a en main. De décrire par Internet. Bon, mais voilà, nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Il y avait encore une question sur la coque en 3D, comment imprimer la coque en 3D. Alors j'y vais encore, hein, vous verrez. Oui, bien sûr, on peut imprimer la coque en 3D. Il faut quand même être... déjà, il faut avoir une imprimante qui soit en grand volume. On pourrait éventuellement sur la nôtre. La problématique, c'est de trouver le bon matériau. Est-ce que ce serait mieux du TPU? Est-ce que ce serait mieux d'autres matériaux? Et de toujours bien réfléchir au sens d'impression de la coque. Donc, nous, on est en train de travailler dessus. Mais voilà, quand on imprime, je ne sais pas si Ludovic qui a envoyé le message est accoutumé à l'impression, il faut toujours faire attention au sens d'impression de chacun des layers pour éviter qu'il y ait une rupture. Voilà. Encore une autre question. Avez-vous une petite présentation type PowerPoint pour présenter cette nouveauté aux équipes? Alors, j'ai une petite présentation, pas PowerPoint, mais je peux faire une présentation PowerPoint. On est assez flexible là-dessus, donc ce n'est pas une difficulté de faire quelque chose effectivement pour expliquer un peu la technologie et la valeur ajoutée pour les équipes et surtout pour le patient, parce qu'au final, la finalité, c'est le patient. Bon, il n'y a pas de problème, on pourra réaliser une petite présentation avec des vidéos, faire une sorte de kit de présentation pour les équipes médicales où que vous soyez. OK. Merci beaucoup. On va arrêter là avec le webinaire. Regardez une dernière fois les contacts. Je pense que quand le webinaire s'arrête, vous avez aussi les contacts qui vont se présenter. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci Enzo, Alice et Arnaud.
c'est vraiment super d'avoir tout le flux, qu'on voit toutes les étapes. Bien sûr. Et à la prochaine fois alors. Merci à tous, passez une bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.